La nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand c'est d'information, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, où nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Et notre interrogation du jour, Mali, expulsion du porte-parole de la MINUSMA, une gifle aux envahisseurs. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, la nouvelle est tombée encore cette semaine. Le gouvernement malien a annoncé l'expulsion d'Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA. L'information a été publiée dans le communiqué en date du 20 juillet 2022 et signée du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Dans ce communiqué, dont Panafricanist TV a eu copie, le chef de la diplomatie malienne précise que la mesure d'expulsion du porte-parole de la MINUSMA a été notifiée à Daniela Kroslak, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU au Mali. Je vous donne donc ici la teneur justement de ce communiqué. Eh bien, il est écrit à Koulouba le 20 juillet 2022. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, mercredi 20 juillet 2022, Madame Daniela Kroslak, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali, a été reçue en audience au dit ministère où il a été notifié la décision du gouvernement invitant M. Olivier Salgado, porte-parole de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, en abrégé MINUSMA, à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite à la série de publications tendancieuses et inacceptables de l'intéressé sur le réseau social Twitter, déclarant sans aucune preuve que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil à l'aéroport international Président Modibo Keïta le dimanche 10 juillet 2022. En plus, la demande officielle a lui adressé à travers sa hiérarchie depuis le 12 juillet 2022 de fournir la preuve des affirmations contenues dans son tweet ou, au cas contraire, de porter la rectification nécessaire dans la même forme est restée sans suite. Le ministère ne saurait passer sous silence ces agissements qui portent atteinte au partenariat avec la MINUSMA et d'autres partenaires. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale réitère sa disponibilité constante à maintenir le dialogue et à poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la MINUSMA, dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de respect mutuel. Eh bien, c'est signé du ministère des Affaires étrangères et surtout de la coopération internationale. Le secrétaire général, et nous connaissons justement le ministre, bien sûr, c'est Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Mali, expulsion du porte-parole de la MINUSMA, une gifle aux envahisseurs. Eh bien, pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, mon cher Jocelyn. Heureux d'être à côté de l'infatigable journaliste de combat et d'engagement, sans lequel il n'est pas possible de maintenir la dragée haute face à nos ennemis. Le panafricanisme, c'est essentiellement un combat. Un combat, oui. C'est le combat de tous les jours, de tous les matins, de toutes les soirées, de toutes les journées, pour résister à l'implacabilité de notre ennemi. Oui. Vous me permettrez de commencer par ce qui va s'apparenter à cette visite très compliquée et très complexe qui est annoncée dans notre pays, le Cameroun. Plus les jours passent, plus nous creusons, oui, au cas où ce type-là viendrait au Cameroun. Nous creusons pour savoir qu'est-ce qui le motive, quels sont les enjeux de sa visite. Les véritables enjeux d'une visite ne sont jamais publics, jamais. Les raisons qu'on met en avant, c'est pour tromper les naïfs. Les vraies raisons ne sont jamais rendues publiques, jamais.
Alors nous creusons, nous creusons. Mon cher Ngo, nous sommes tombés sur quelque chose qui paraît anodin, mais qui est un détail, mais qui peut révéler tout. Il y a surtout ce journal extrêmement dangereux, qu'on appelle Jeune Afrique, sans publicité, vous m'excuserez, qui nous dit que le fils du président Biya a été reçu à l'Élysée. Il ne donne pas le jour. Oui. Il y a un mouvement dans le pays, qu'on appelle le Cameroun, autour du fils du président Biya, président patriarche. Un mouvement qui, tous les jours, s'affirme et face auquel M. Franck Biya est silencieux et ne dit rien. On allait jusqu'à mettre ces affiches dans la capitale, où les sous-préfets et préfets sont extrêmement vigilants, mais ils n'ont pas pu voir cette banderole qui a été affichée à la capitale. Nos sources commencent à nous dire d'être très sérieux parce que M. Franck Biya aurait déjà été intronisé en France et on vient l'imposer. C'est-à-dire on vient tester le président patriarche parce qu'on estime qu'il est fatigué, il n'est plus lucide. C'est ce qu'ils disent, hein? Oui. Il n'est plus très fort. On peut lui imposer ça. Alors, rassuré par la perspective d'être remplacé par un fils qui lui garantirait des derniers jours sûrs, il pourrait laisser faire, n'ayant plus de force pour mener une dernière bataille de ce niveau. Et les partis qui ont été choisis, SDF, PCR, et un autre, je ne peux pas citer le nom ici, les gens vont deviner, et sont déjà dans le coup. Alors qu'ils font semblant de dénoncer le jour, mais ils sont déjà dans le coup. Donc, on est en train d'arranger les choses. Le recevoir consiste à leur donner une certaine crédibilité d'après les jurons français. Bon, ils continuent à croire que quand la meilleure façon de promouvoir quelque chose en Afrique, c'est de démontrer que la chose là est parrainée par la France. Et ils continuent à croire des choses comme ça. Oui. Donc, ils font. Donc, nous voyons là, c'est clair, quelque chose à prendre très au sérieux, mon cher Jocelyn. Parce que le système administratif camerounais tel qu'il fonctionne, à l'heure actuelle, peut rendre possible un tel scénario extrêmement dangereux pour notre pays. Je dis peut, à travers les réseaux. Vous savez comme ça. Donc M. Macron est en train de forcer la main comme ça dans une visite où tout montre que c'est une auto-invitation, oui, n'est-ce pas, pour venir imposer ce scénario. Il faut rappeler donc que le président camerounais a toujours été constant dans sa démarche par rapport à ce type de scénario en disant que le Cameroun n'est pas une monarchie. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Il a été toujours constant dans ça. Alors on veut lui faire avaler sa langue en imposant la monarchisation, n'est-ce pas, de la République du Cameroun, mon cher gosse. Il faut rappeler que le président patriarche du Cameroun est arrivé au pouvoir de manière républicaine. Je veux dire que son arrivée au pouvoir correspondait à l'architecture juridico-légale du pays, et même constitutionnelle. Oui. Et que Feu Aïdjo avait des fils. Il avait des enfants biologiques, il avait des enfants politiques. Il aurait pu imposer ces gens à la tête de l'État. On peut tout reprocher au président Aïdjo, on peut au moins le reconnaître qu'au moins à ce niveau, il a compris que le Cameroun n'est pas une dynastie. Alors là, ce qui se fait, là, devant nous, c'est que c'est la monarchisation de notre pays, sous nos yeux, dans l'optique de lui faire un bond en arrière d'au moins 3 siècles. Alors, la France joue 2 coups dans un. Si le scénario échoue, on provoque un chaos. À défaut de le faire, on projette un chaos en radicalisant les luttes qui opposent les fractions de la bourgeoisie néocoloniale qui a hérité du système français mis en place au Cameroun. C'est le scénario que sont en train de jouer, mon cher. Donc, en tant que panafricaniste, on ne peut pas se taire. Nous devons toujours alerter et dénoncer. Le Cameroun n'est pas une monarchie.
Le Cameroun n'est pas la propriété du patriarche Paul Biya. Il n'a jamais demandé ça. Il ne l'a jamais dit. Oui. Plus républicain que ce papa, il n'y en a pas. On ne peut pas l'aimer, mais les actes le démontrent. Ce papa, il est républicain. Et son rapport même à la gestion, à l'argent public le démontre, vous savez. Mais là, les baronnies qui se sont criminalisées et qui sont protégées par les réseaux secrets français sont en train de vouloir forcer un passage, forcer et imposer le fils Franck Biya à l'ordre du jour. C'est pour ça qu'il est silencieux. J'ai reçu cette information, je l'ai vérifiée dans certains de mes réseaux. On m'a dit, président, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Monsieur Franck Biya, vous savez, quand on m'a dit mes choses, je ne blague pas. Je ne joue pas avec ces choses-là. Je n'ai aucun problème avec monsieur Franck Biya, au contraire, aucun problème. Aucun. Mais ça, là où ça prend là, ce qu'on est en train de vouloir faire, il est temps de dire que non, c'est pas comme ça. Il a le droit d'avoir des ambitions politiques, hein, mais pas de façon monarchique. Pas de manière monarchique. Mais là, il y a une monarchisation qu'on est en train d'imposer, que la France veut imposer, pour court-circuiter toute la dynamique d'émancipation que le Cameroun a engagée. Dans la première séquence indépendantiste avec les avec l'UPC, la véritable UPC, je précise, ça a commencé depuis, on peut remonter jusqu'aux Allemands, même avant. Mais je dis, la séquence la plus aboutie, ça a été le mouvement UPC, le vrai mouvement UPCiste. Après, il y a eu la parenthèse Aïdjo, qui était un pouvoir néocolonial. Mais après, il y a une dynamique qui s'est frayé un chemin dans le magma géopolitique historique camerounais. Il y a quand même une dynamique qui s'est frayé un chemin où on sent très bien une tendance à s'émanciper. Et le président Biya l'a assumé, l'a incarné. Je renvoie les gens à son discours de 2013. Hein. C'est un discours officiel du président. Je renvoie les gens à aller lire le discours de 2013 du président Biya. Allez le lire. Vous allez voir comment quelqu'un affirme ouvertement devant le monde entier ses projets patriotiques, ses projets émancipateurs dans ce discours. Donc, là, la France, pariant sur la fatigue du vieux, je n'ai pas dit que le vieux est fatigué, je dis c'est d'après les Français, oui. Pariant sur la fatigue du vieux, pariant sur la puissance des réseaux qu'ils ont placés et qui ont travaillé au sein du pouvoir pour imposer le statu quo, la France veut venir ramasser une mise qui ne vient pas d'elle. Les panafricanistes ne peuvent pas se taire. Rien ne peut justifier notre silence. Je dis rien, même pas le respect du patriarche. L'amour pour le président Biya nous invite à dénoncer ça. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas son projet. Jusqu'à présent, il a toujours dit que ce n'est pas son projet. Le pays n'est pas une monarchie. Je me fie à ça. Sauf que ça m'apporte un propos du président patriarche où il a renié ça. Oui. Moi, je me fie sur ses propos officiels. Ce qui se prépare là avec M. Macron et la France à travers M. Franck Biya est inacceptable pour le Cameroun. Je dis bien inacceptable. Je vais aller même plus loin. C'est les ambitions politiques qui les diffèrent. Il n'est pas normal, même de façon démocratique, qu'il s'y dans son père. Je dis que ce n'est pas normal. Et je le prends sur moi. M. Jocelyn. Donc, c'était important de le dire au regard des éléments que nous avons pu investiguer ici et là et comment dire ça, s'assurer qu'on ne dit pas n'importe quoi. Quand des gens partent de loin, ça s'approche du président Madakani. Quand les gens viennent me voir, des sources que vous imaginez me dire certaines choses, ça veut dire que c'est sérieux. Très sérieux. Et je ferai à mon devoir si je m'étais. Ça veut dire qu'on ne mériterait pas la confiance de tous ces gens-là. On n'aurait pas mérité la confiance de notre République. On n'aurait pas fait honneur au président patriarche, qui n'a pas consacré sa vie à notre pays pour ça à la fin. Je tenais à dénoncer ça. M. Macron doit savoir qu'on a à l'œil. Les réseaux internes à M. Macron doivent savoir que nous les avons à l'œil. Et que toutes les manigances qu'ils font là, ils peuvent avoir la puissance factice et factuelle de l'argent. Des réseaux géopolitiques criminels du monde, mon chien gosse. Mais c'est pas ça, ne suffit pas. Pauvres de nous que nous sommes, nous pensons qu'au-delà de ces choses, il y a une puissance qui dépasse tout ça. Et que tant qu'elle n'a pas dit son dernier mot, la puissance du vrai Dieu, c'est ça que moi je l'appelle, tant qu'elle n'a pas dit son dernier mot, la messe n'est pas dite.
Et la messe ne sera pas dite de sitôt, et on le comprend parfaitement, président Balekani. Le sujet qui nous intéresse également ce jour, Mali, expulsion du porte-parole de la MINUSMA, une gifle aux envahisseurs. Vous avez justement suivi cette actualité, nous étions d'ailleurs ensemble. Lorsque ce communiqué nous a été envoyé par les autorités maliennes, on parle de cette expulsion sous 72 heures on le dit comme ça, du porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, qui à un moment donné s'est pris pour Dieu. Vous parlez de ce voyou, ce petit voyou qu'on a expulsé. Il n'est pas le premier. La majorité des représentants de l'ONU dans nos pays sont des voyous. Je répète ce que je suis en train de dire. La majorité des représentants onusiens dans nos pays sont des voyous. Commençons par baliser quelque chose, par baliser d'une manière simple. Ce n'est pas nouveau ça. Il n'y a rien de nouveau à Bamako. L'ONU a toujours procédé ainsi. C'est devenu une culture à l'ONU, une culture raciste, anti-nègre, de mépris. Leurs représentants onusiens peuvent se permettre tout et n'importe quoi ici, même quand ils sont africains. Dès qu'ils ont le manteau de l'ONU là, ils se croient tout permis. Ils regardent leurs frères de haut, ils méprisent. Ils sont enterrés contre qui on ne va rien faire. Ils violent des enfants, ils violent des femmes, ils font des crimes. On ne fait rien. D'où voulez-vous qu'ils prennent conscience et croient qu'il faut un peu s'ajuster? C'est ce qu'ils font en SCA. C'est ce qu'ils font depuis les années 60 en RDC. C'est ce qu'ils font partout dans les pays africains. Nous sommes clairs, l'ONU est une organisation criminelle. Le fait que des États africains y siègent et justifient ça par la diplomatie, soit, mais nous on dit la vérité, c'est une organisation criminelle. Elle est devenue une organisation criminelle dans sa relation avec l'Afrique. Donc, quand l'affaire des 49 soldats ivoiriens, il y avait des mercenaires ivoiriens, a éclaté, nous avons dit que le Mali tenait le bon bout. Oui. Et que ça c'est divin. Vous savez, moi et vous, nous parlons beaucoup de Dieu. Oui. Sans appartenance religieuse. Du tout. Voilà. Ça c'est divin ça. Nous avons dit que le Mali tenait le bon bout là. Parce que l'affaire des mercenaires ivoiriens, mon cher Jocelyn, implique sérieusement l'ONU dans ses crimes absolus sur le continent. Comment ils travaillent? On met la façade d'une usine dedans pour perpétrer des pratiques dignes de la pègre. De la pègre dans le continent. C'est de cela qu'il s'agit. Vente de la drogue, trafic de matières premières, prostitution, prosélytisme, des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Les Africains ne savent pas que l'ONU est l'organisation la plus mal gérée même de l'histoire de l'humanité, au regard des ressources qu'elle a accumulées par rapport aux institutions anciennes. Je parle de ressources intellectuelles, je parle des ressources informationnelles, et je parle des ressources financières. L'ONU, les gens ne le savent pas. Les rapports des audits internes à l'ONU commandés qu'on a mis sous le manteau démontrent que vraiment s'il fallait mettre en scène, c'est-à-dire s'il fallait, comment dire ça, exécuter les résultats des audits, on aurait fermé ce machin depuis très longtemps. C'est quelque chose de pas... C'est tellement mal géré, mais c'est fait exprès. On les tient tous comme ça. Oui. Les patrons, les marchés financiers, les patrons, les 13 familles et consorts, ça les arrange d'avoir une institution internationale, mais qui est une organisation de la pègre, où tous ceux qui y travaillent sont mouillés et qu'on tient par les queues. C'est là qu'il s'agit, mon cher Jocelyn. Parce que quand on parle de l'ONU, on peut croire que l'acte de ce petit voyou est isolé. Il appartient à une organisation voyou. Donc il ne peut qu'être voyou. Qu'a fait le bandit de Yonggi Choi en Côte d'Ivoire? Mais il coule il se la coule douce chez lui. Et on a amassé des milliards ici. Depuis la Côte d'Ivoire. Tous ces trafics qui ont permis d'arriver au pouvoir de M. Ouattara. Où l'on n'a pas eu honte de cheminer avec des rebelles. Main dans la main avec des rebelles. Pour violer la constitution d'un pays. Violer sa propre charte et installer ce qu'on appelle président en Côte d'Ivoire. C'est ce qui se passe au Mali, c'est ce qu'on prépare au Mali. Vous allez comprendre que quand vous allez faire les liens de tout ça, vous allez comprendre le rapport entre les 43 mercenaires, le comportement de ce petit voyou et tout ce que vous êtes en train de voir autour depuis que cette affaire des 43 mercenaires a commencé. Voilà un monsieur qui se permet de défendre les 43 mercenaires sur des bases non fondées. On lui dit à Paul, la preuve est sortie, il est incapable. Il va se masquer derrière le mépris raciste d'apparence, mais pour cacher le fait qu'il est mouillé jusqu'aux os et qu'il est au cœur d'un réseau qui vise à renverser le régime malien. C'est de cela qu'il s'agit.
Peut-on dire aujourd'hui que justement l'ONU était au cœur de ce qui devait se passer le 10 juillet? Elle a toujours été au cœur de tous les complots contre l'Afrique depuis qu'elle existe. Elle a trahi les mandats de tutelle qu'on lui a donnés pour soi-disant conduire les pays africains qui ont toujours été indépendants, historiquement, à l'indépendance formelle, version occidentale, depuis Yalta. L'ONU a toujours été ça. Mais allez voir, elle nous a toujours trahi. Si vous prenez le cas du Cameroun, oui, un pays qui n'a jamais été colonisé après l'Allemagne, par quelle magie a-t-on transformé le Cameroun en colonie française et anglaise? Je ne sais pas. Mais tout ça a été accompagné par l'ONU. Jusqu'au fameux référendum qui nous a fabriqué ce machin, ce clivage qu'on a aujourd'hui et qui fout la merde dans ce beau pays, soi-disant tribu anglophone, tribu francophone. Ça, c'est l'héritage direct de l'ONU. Le président camerounais l'a rappelé au forum, dans un forum à Paris. Il était obligé de leur rappeler ça. Que ben, ça, c'est vous qui avez créé ça. Donc, l'ONU était au cœur du complot. J'ai indiqué à l'Afrique et aux Africains que, avant les années 2000, il y avait un monsieur qu'on appelle Kofi Annan qui était à l'ONU. Évidemment, c'est un noir, c'est un Ghanéen. Oui. Bon, à la peau noire. À la peau noire. Ce monsieur est arrivé, secrétaire général de l'ONU. Vous savez comment? Il a d'abord couvert le génocide. Vous savez, il a demandé pardon pour ça. Il était à l'époque secrétaire adjoint chargé des opérations de maintien de la paix. Il a donné le gage en permettant ce qu'on a l'horreur qu'on appelle génocide au Rwanda. Ça a permis qu'il est devenu secrétaire général. Contre M. Boutros Boutros-Ghali, bon, petit pion de la France, mais qui ne plaisait pas aux Américains. Quand Kofi Annan arrive au secrétariat général de l'ONU, violant la charte de l'ONU, il décide de faire un partenariat avec les multinationales pour soi-disant conduire le monde à la prospérité économique et inclusive. Intégrant de ce fait dans ce qu'on appelle les composantes onusiennes une entité qu'on appelait multinationale. Depuis ce moment, M. Ngoss, depuis ce moment, nous avons vu pondre des trucs comme les agendas, le millénium, des trucs comme ça de l'ONU, les fameux objectifs du millénaire, oui, où l'ONU décide qu'elle va sortir les pays africains de la pauvreté. Mais surtout, on a vu, même si c'est une stratégie, justement, qui devait conduire les multinationales à nous rendre heureux sans nous. C'est-à-dire quoi? On a mis en place un organisme qu'on appelle United Nations People Organization, UNPO. Vous savez à quoi c'est, papa? À recenser dans la planète en général, mais surtout en Afrique en particulier, tous les endroits où il y a des conflits historiques qui peuvent garantir des sécessions sur la base de mal-être identitaire, tout ce que vous voulez. C'est le Cabinda, c'est le Biafra, c'est le Soudan, c'est la région anglophone au Cameroun, c'est ce que vous voyez en Éthiopie, un peu partout. Le rôle de United Nations People Organization est de recenser, d'encourager cette organisation sous couvert de promotion des droits de l'homme et du droit à l'autodétermination. Mais qui est derrière? Ce sont les conglomérats de ces multinationales. Et comme par hasard, les endroits où ils opèrent sont les endroits très très riches en ressources minières. C'est à ce Kofi Annan que tout ça a été concocté. Et dans le cas du Cameroun, vous allez voir que les ambazoniens, leur organisation de tutelle, c'est le United Nations People Organization, qui sert de couverture entre eux et 21 sénateurs américains, entre eux les pétroliers norvégiens. Donc ils sont dans des circuits à l'ONU à travers ce truc, ce qu'on appelle United Nations People Organization. Alors, moi, dites-moi, un truc comme ça, que quand l'ONU arrive à ce niveau, comment on fait pour que les États africains et leurs dirigeants nous fassent croire qu'ils vont arrêter un pareil projet par la diplomatie, l'élégance, la gentlemania, les faux sourires? Papa, Jocelyn Ngoss, nous ne sommes pas contre ça. Hein? Oui. La diplomatie, nous savons ce que c'est. Mais si vous ne faites que ça, alors qu'en face, vous avez affaire à des loups et des renards, comme les appelait Lénine, vous êtes perdus.
Donc le Mali ne fait que faire ce qu'il a fait. Et moi, je pense même que, quand je vois les choses, c'est comme si le Mali a été appelé par l'histoire en cette saison pour réparer tout le mal que nous avons subi, point par point. Parce que quand vous regardez le déroulement des événements au Mali, on va point par point. C'était la France, après c'est l'Union européenne, après c'est l'ONU. Et on est en train de voir où ça va aller, parce que j'ai suivi dans mes réseaux que des manifestations géantes se préparent, oui, spontanément par le peuple pour demander en fait le départ de la MINUSMA. Le Mali risque d'être le premier pays africain à faire partie un contingent des Nations Unies. Mon cher gosse, plions le doigt que ça arrive. Pour que les Africains enfin se mettent à la hauteur de la géopolitique mondiale, qui est de penser la géopolitique au-delà de cette organisation criminelle qu'on appelle les Nations Unies. C'est ça les enjeux de l'expression de ce petit voyou. Jusqu'à preuve du contraire, président Badakani, pour sortir justement de cet entretien, on s'est rendu compte finalement que les autorités maliennes, à chaque fois qu'ils ont posé un acte, ils ont souvent mis tous les moyens possibles, cela veut dire les lois, les règles, tout ce qui régit. Est-ce une gifle finalement aux envahisseurs? Oui, une gifle. Tout se passe dans les règles de l'art. C'est ça la gifle. C'est ça la gifle. Et vous allez voir que la gifle est tellement flagrante que quand on attaque le Mali, on l'attaque pas sur les lois nationales ni internationales. Justement. Voilà, on continue à dire que non, ce sont des gens nerveux, ils s'isolent de la communauté internationale, ils ne sont pas compatibles, n'est-ce pas? Ils comprennent leurs relations. Donc on joue sur le subjectif, on joue sur les éléments qui n'ont rien à voir avec la loi internationale et la loi nationale du Mali. Prenez le dossier des 43 militaires ivoiriens, 49 mercenaires. On attaque le Mali sur aucun élément juridique digne de son nom, mais on lui oppose des rumeurs, des effets des manches, dit que vraiment ce pays-là tend à s'isoler, il ne comprend rien à la diplomatie internationale, alors que la loi internationale, est-ce que le Mali l'a violée? Non. La loi nationale du Mali, le Mali fait ce qu'on fait ailleurs dans d'autres pays, appliquer la loi du pays. Donc vous voyez, c'est ça la gifle. La gifle, c'est que chaque fois que le Mali a agi en réalité, il est inattaquable en droit international, en droit national. Et même dans les usages diplomatiques universel, on ne peut pas attaquer le Mali. Parce que les dirigeants maliens s'assurent de ne pas prêter le flanc. On va brailler 2 jours, on va se taire. La France s'est tuée pourquoi? Elle n'avait rien à présenter, elle n'avait aucun argument qu'on a envoyé son petit voyou d'ambassadeur. L'ONU, l'Union européenne a braillé, il pouvait dire quoi? Le petit voyou du Danemark, petit apprenti raciste du Danemark, qui sont en train d'apprendre à être impérialistes. Je parle des Danois, oui. Des gens comme ça, ils apprennent à être impérialistes parce qu'ils ont un fonds souverain. Ils viennent au Mali, ils violent les règles élémentaires qui sont établies par l'ONU elle-même en ce qui concerne le mouvement de ces contingents sur un territoire. Le petit Tintin douanier arrive, comme il est blanc de peau, le Danemark a un fonds souverain, M. Macron lui a dit que non, venez, sont les nègres, il a mangé. Il vient avec sa tête de Danois, un ministre des Affaires étrangères, il dandine, il croit qu'il est en terrain conquis. On l'a rappelé à l'autre monsieur, oh, tu sors d'où? C'est parce que vous faites des opérations humanitaires dans un village perdu au Mali, que tu oublies qu'il y a des rêves, monsieur. Là, c'est la diplomatie. Va lire le droit international, va lire les textes qui régissent et encadrent le déploiement des contingents onusiens dans un pays et viens parler avec nous. En attendant, on rentre chez toi. Il a allé bavarder, il a braillé. Vous avez vu, ça fait 2 jours. Parce qu'en secret, il savait qu'il n'a pas raison. Il savait qu'il n'a pas raison. Il savait. Vous prenez le cas de la France. Vraiment, c'est terrible. En dehors des discours qui font rire, Wagner, ça n'apporte aucune preuve. Hier, quand on demande à un dirigeant officiel français, Wagner, il dit que non, c'est là qu'il y a une rumeur. Vous avez vu M. Macron devant Poutine. Vous demandez à tel, Madame Parly au Sénat, on dit, mais Wagner, ça existe, elle dit, ce sont les rumeurs. Mais assumez-vous à la fin. Assumez-vous. Mais sur la base de ça, Wagner sert d'argument aux valets de la CEDEAO qui mettent le Mali sur embargo. En violant leurs propres tests, Wagner sert d'épouvantail à M. Macron pour cacher sa défaite puissante au Mali. Quelqu'un sur la base de ses humeurs décide de rompre de manière unilatérale des engagements qu'il les 2 pays et qui sont écrits sans demander l'accord du Mali, se lève un matin. Certainement, il venait de méditer avec Jupiter. Il dit, moi, je romps mes relations avec le Mali. C'est terminé comme ça. Et 3 jours après, il dit, mais non, vraiment, il commence à accuser le Mali. Dites-moi, monsieur Goss,
Qu'est-ce que M. Choguel Maga a dit au Mali, à l'ONU, de mauvais, qui puisse rendre fou le Jupitérien et toute la clique de soi disant dirigeants français? Le fait d'avoir dit qu'on a abandonné le Mali en plein vol, dites-moi dans cette phrase, dans cet ensemble de mots, qu'est-ce qu'il y a là de mauvais? A dit un premier ministre va à l'ONU, il dit que bon, on nous a abandonnés en plein vol. Ça rend fou Macron. Ça rend malade le ministre de la Défense. Ils deviennent tous fous. Le Sénat, fou. Tous, ils sont fous. Une phrase, vous voyez, ça veut dire que tout ça, on aurait souhaité que le Mali ne parlât pas. On aurait souhaité que le Mali fasse profil bas comme faisait Ibeka et les autres. Pourtant, on savait qu'on violait le droit international. Pourtant, on savait qu'on violait les règles, les bonnes mœurs entre États. On le savait. Mais bien, c'est terminé. Vous avez une classe politique au Mali, il y a des gens qui ont dit c'est terminé, c'est fini. Le pays de Soundiata Keita va retrouver son rayonnement historique, veut ou pas. Il fut un temps où on déclarait haut et fort que les Africains ne peuvent pas penser par eux-mêmes, mais jusqu'à preuve de contraire, le Mali prouve à la face du monde aujourd'hui que par les lois, par les règles, par la diplomatie, eh bien, elle confond ses adversaires. Est-ce à dire finalement que ces adversaires-là ne connaissent absolument rien de la diplomatie, des lois, des droits, des règles, ou alors tous les jours ils les enfreignent? Je vais vous rappeler un souvenir d'enfance que vous connaissez très bien. Quand un jeune garçon arrive à la puberté, il pense toujours qu'il invente le monde. Oui. Vous n'avez pas observé ça? Et il pense qu'il est en train de faire, personne n'a fait ça avant lui. Jusqu'au jour où il s'écroule devant sa première déception et il retourne vers les anciens. Il dit oh petit, bienvenue, bon maintenant on va t'apprendre les règles de l'art. Ceux qui n'ont jamais pensé, ont commencé à penser. Il y avait quelques siècles à Athènes et à Rome, alors que pendant plus de 5000 ans, les gens avaient pratiquement achevé la pensée en Égypte. Leurs savants sont arrivés en Égypte, ils étaient les derniers de la classe. Ils sont partis là-bas, derniers de la classe, pour devenir premiers chez eux, en Grèce et à Rome. Premiers, ils étaient derniers chez nous. Pythagore, tous ces gens, les Pythagore, les Aristote, le dieu des Européens, le fondateur de la rationalité logique occidentale, Aristote, c'était un plagiat des Égyptiens, c'est connu, Aristote. Hein? Quand Alexandre est arrivé et a confessé la bibliothèque d'Alexandrie, Aristote allait voler tout ça. On connaît l'histoire, il a pris tout ça, on l'a mis à sa disposition, et s'est mis à copier point par point comme un plagiat de bas niveau. On connaît l'histoire. Mais est-ce que vous êtes surpris qu'après, il commence à dire que c'est nous qui avons inventé la pensée? C'est un complexe. Parce qu'il ne faut pas qu'on rappelle qu'avant eux, 5000 ans et plus ont vu couler dans une vallée, celle du Nil, le savoir et la science. C'est comme ça. L'imposture, c'est cela qu'il s'agit. Ils n'ont jamais pensé. S'ils avaient pensé, ils ne se comporteraient pas comme ça. Parce que là, ce n'est pas la pensée, c'est la violence. Parce que là, ce n'est pas la pensée, c'est l'imposture. Là, ce n'est pas la pensée, c'est le mensonge qui est à l'œuvre du jour. Le processus malien est extraordinaire. Il est extraordinaire parce que on voit un État dans une dynamique révolutionnaire. Ne me parlez pas. Ne faites pas dans la jactance révolutionnaire. Pose des actes et s'assure que dans ces actes, il concilie le respect des engagements internationaux de l'État et l'innovation politique pour faire la révolution. C'est ça le processus malien. Même si vous posez une question, qu'est-ce que le Jupitérien peut comprendre à ça? Je vous dirai absolument rien. Qu'est-ce que von Leyen, une faussaire par nature, peut comprendre à ça? Qu'est-ce que la Banque mondiale et le FMI, comité de base politique de la mondialisation, peuvent comprendre à ça? Qu'est-ce qu'un secrétaire général de l'ONU, aussi idiot comme M. Guterres, peut comprendre à ça? Lui qui a dit qu'on va mourir par millions parce qu'il croyait que l'histoire qu'ils ont inventée dans leur chambre pouvait faire quelque chose au continent africain. C'est de cela qu'il s'agit. Mon cher gosse, nous avons dit ici qu'aucune force au monde ne va renverser le processus malien. Permettez-moi encore cet après-midi, ce jour, de vous dire qu'aucune force au monde ne va renverser le processus malien. Et ça sera tant mieux pour l'Afrique et tant mieux pour le monde. Merci à vous, Président Badakani, d'avoir été des nôtres. Je vous remercie. Et n'oubliez surtout pas qu'il n'est plus jupitérien, il est devenu Vulcain. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.